Après avoir parlé du titre et de la première phrase du côté de chez Swann, j'avais mentionné un troisième trait de l'inachèvement, de la contingence de l'œuvre que je comptais étudier, c'était la terminaison du volume, qui est restée longtemps incertaine, que Proust a modifié encore à la fin de l'été de 1913, en raison de la taille très excessive du manuscrit. Je vous rappelle, il y avait 95 placards, donc ces grandes feuilles de 8 pages, plus toutes les additions. C'était beaucoup trop pour un volume, il fallait le réduire. Et les modifications ont encore été apportées à la fin de l'été de 1913. Mais je ne voudrais pas traiter cette question maintenant, je la reporte vers la fin du cours, quand je parlerai de la fin du volume et de nom de pays, si jamais j'y arrive. Mais je ne voudrais pas trop retarder l'entrée dans le livre, et je voudrais donc continuer à pénétrer dans ces premières pages, dans Combray, toujours suivant le même principe que j'avais énoncé la première fois, avec l'idée de retrouver une lecture, sinon ma première lecture, du moins une lecture d'étonnement, une lecture qui renouvelle la manière dont on peut être étonné, déconcerté par ce texte, comme l'ont été ses premiers lecteurs, Jacques Madeleine, chez Fasquelle, Schlumberger, Gide, à la NRF, Humblot, chez Ollendorff, puis les premiers lecteurs et les premiers recenseurs de 1913, parce que, j'y insiste, je crois que leur étonnement était légitime. On a tendance un peu trop à l'oublier quand une œuvre devient canonique, scolaire. Je crois qu'il est important de tenter de se remettre dans la peau de ses premiers lecteurs. Vous vous souvenez de ce long résumé que donnait Jacques Madeleine, un résumé qui se concluait de manière négative, Madeleine étant le lecteur de Fasquelle, qui disait « Le seul moyen difficile de donner une idée de l'œuvre, c'est de suivre l'auteur pas à pas, à tâtons, comme un aveugle que l'on est. » Et je crois qu'il faut prendre au sérieux cette idée d'un aveugle qui entre dans le livre, qui avance pas à pas, à tâtons. C'est au fond l'allure que je voudrais retrouver, celle d'un aveugle qui cherche son chemin, qui trébuche sur les premières pages de Combray, comme le héros sur les pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes dans Le Temps retrouvé. On est dans un pays inconnu quand on ouvre ce roman, comme dans une ville que l'on découvre la nuit, Venise dans le brouillard. Pour moi, c'est un peu ça, l'entrée dans la recherche du temps perdu. Je crois que toute entrée dans un livre est déroutante, plus ou moins longtemps, avant que l'on s'y reconnaisse. Et je crois qu'il est remarquable que l'entrée de ce livre-ci, eh bien précisément, elle thématise cette question de l'égarement. Elle commence sur cette question de l'égarement et de la reconnaissance, de ce qu'on appelle en grec l'anagnorisis. C'est un livre sur la reconnaissance, presque dans tout livre. Il y a une recherche de reconnaissance, mais ici, on commence dans l'égarement avec des obstacles, des leurres, des mirages, des illusions, et bien sûr, de fausses reconnaissances. Je crois que je vous donnais déjà cette citation d'une lettre à René Blum, l'intermédiaire de Proust auprès de Grasset, pour lui présenter le livre, disant que ce livre renaît des sensations du réveil quand on ne sait pas où on est et qu'on se croit 2 ans avant dans un autre pays.
Proust insiste donc lui-même dans ses lettres sur ce sentiment d'égarement, de confusion, à l'orée du livre, indistinction du jour et de la nuit, indistinction du lieu, où est-on? Il s'agit d'une confusion mentale, mais d'abord d'un égarement physique, d'un égarement corporel, et j'aurai l'occasion aujourd'hui et la prochaine fois d'insister sur la dimension très corporelle de cette entrée en matière. On entre dans le roman par une expérience hallucinatoire. Et cette expérience hallucinatoire a été ajoutée de manière tardive, à la dernière minute, à l'ouverture du roman. On entre par un premier choc dans cette confusion du réveil en pleine nuit, dans la description de ce qu'on appelait un état hypnagogique, avec hallucination, tâtonnement, présence intense du corps, jusqu'à l'absurde. Enfin, ce que vous allez voir sur cette première diapositive, c'est tout simplement le début, je vous le lis, mais vous le connaissez par cœur. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil, elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non, aussitôt je recouvrais la vue. Et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Excusez-moi pour cet incident. En tout cas, c'est une ouverture que vous connaissez, qui est mystérieuse, qui est dans un monde obscur, incompréhensible, celui de la nuit, des songes, des visions, des chimères. Et je crois qu'il faut lui rendre toute sa force, toute sa puissance de dérangement. Le sens fort de cette proposition, j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Ce dont parlait l'ouvrage. Non pas un simple personnage, mais le sujet même du livre, son objet, son intrigue, son argumentation, sa matière. Un peu plus bas, quand le narrateur reprend conscience, il dit « le sujet du livre se détachait de moi ». Il y avait donc bien une confusion avec le sujet du livre, puisque quand il est revenu à soi, le sujet se détache. La distinction du sujet se rétablit. Avant, ce n'est même pas d'une comparaison ou d'une métaphore qu'il s'agit, j'étais. L'identification est pleine, totale, et je crois qu'il faut la prendre à la lettre. Cette absence de subjectivité dans l'hallucination. Or, il me semble que la plupart des lecteurs passent par-dessus ce moment très fort, le réduisent, l'apprivoisent, parce qu'il est excessif, parce qu'il est de l'ordre du phénoménal. Bon, par exemple, dans son joli livre récent que je vous recommande, Entre Proust et Freud, le livre que Jean-Yves Tadier a publié récemment, Le lac inconnu, entre Proust et Freud, eh bien, il commence avec cette phrase, en commentant ce passage du début, et il paraphrase Proust. Il écrit «
on ne cesse de faire des réflexions en dormant sur ce qu'on vient de lire. C'est la phrase de Proust qui passe de la première personne à l'impersonnel de la troisième personne. On. Une église, un quatuor, une femme née d'une fausse position de la cuisse, un ouvrage de Mignet sur la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Rêver d'un livre, de livres, n'est-ce pas le propre d'un intellectuel ? Demande Jean-Yves Tadier. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort en vérité. Et d'ailleurs, il a introduit entre le quatuor, l'Église, le quatuor, et la rivalité de François Ier et de Charles Quint, une femme née d'une fausse position de la cuisse. Passage que j'évoquerai la semaine prochaine et qui est celui, quand même, assez audacieux, d'un plaisir solitaire à la troisième page de ce livre. Rêver d'un livre, dit-il, c'est le propre d'un intellectuel. Pour moi, il s'agit plutôt d'une expérience de désubjectivation bien plus intense au moment de l'endormissement, dans une vision instantanée où le héros se prend pour le sujet du livre. Notre lecture, même peut-être surtout celle des spécialistes, tente à affaiblir le texte dans ce qu'il peut avoir de mystérieux et presque d'absurde, de provoquant, d'hallucinatoire et je dirais d'un peu fou. Il me semble que lorsque nous lisons, nous avons tendance à résister au livre, à résister au texte dans ce qu'il peut avoir d'excessif. Souvenez-vous, un peu plus loin, dans Un amour de Swann, lorsqu'on écoute la sonate de Vinteuil, il est question de la folie de Vinteuil. Le peintre, c'est Biche, futur Elstir. Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla, car une œuvre de musique pure, ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie. Souvenez-vous de la remarque de Lacretelle qui disait que dans la première phrase de Proust, il ne trouvait pas les rapports logiques qui lui convenaient, aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie reconnue dans une sonate lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval qui pourtant s'observe en effet. Folie d'un musicien, folie d'un chien, musicien fou, folie d'une chienne, c'était une notation de Proust dans le carnet 2 qu'il tient pendant ce printemps de 1913. Je vous disais la semaine dernière qu'il y a d'assez nombreux moments d'hallucination dans la recherche du temps perdu. Ça peut arriver, parce que maintenant j'en aurai un petit peu besoin. Je voudrais justement vous montrer comment ce moment fort, comment ce moment hallucinatoire, c'est quelque chose qui apparaît au tout dernier moment dans la conception de la recherche du temps perdu. Ah, voilà. Vous me sauvez. Bon, c'était le début, vous le connaissez, dans la version de 1913. Eh bien, voilà justement où je voulais en venir. Vous montrer que ce moment hallucinatoire, qui est ici en rouge dans ce début, eh bien, c'est ce qui est le plus fou, cette identification, cette sorte de « je est un autre », apparaît très tardivement dans le livre, ces 13 lignes qui modifient profondément l'ouverture et lui donnent une toute autre allure. En vérité, dans la dactylographie que Proust a envoyée à Bernard Grasset en février 1913, cette dactylographie qui a été composée et dont les placards lui ont été renvoyés à partir du 31 mars, eh bien, dans cette dactylographie que je vous ai montrée la semaine dernière et que vous lirez avec peine, vous observez que ces 13 lignes en rouge manquent et que ce qu'on lit à la place,
C'est « Longtemps je me suis couché de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors, et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais jeter le journal, il n'y a pas encore de livre, je voulais jeter le journal que je croyais avoir encore en main et souffler ma lumière, et j'étais bien étonné. C'est donc ici que va se faire cette insertion de 13 lignes hallucinatoires. L'assimilation au livre lu avant de s'endormir était encore absente, donc sur cette dactylographie envoyée à Grasset, sur les placards, et elle est apparue dans la marge de l'autre dactylographie. C'est ici que vous la voyez et que vous la déchiffrez sans peine, j'en suis sûr. Elle apparaît dans cette autre dactylographie, et si vous vous souvenez de ce que je vous disais la semaine dernière, cette dactylographie, en fait, ces premières pages sont écrites de la main du valet de chambre, Nicolas Cotin. Depuis longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et puis dans la marge, Proust ajoute ce moment hallucinatoire. Il est encore même plus étrange et plus fou. Il me semblait que j'étais moi-même ces sculptures, la date de ces sculptures. Il me semblait que j'étais moi-même la date de ces sculptures. Ici, petite enquête, peut-être austère, mais je crois qu'elle sera gratifiante. Cette addition, elle figure donc dans la marge de la première dactylographie du côté de chez Swann, alors que Proust utilisait en principe l'autre, celle-ci, pour ses révisions du texte, avant de les reporter sur celle-ci qui était en somme le propre. S'il a ébauché cette addition sur cette dactylographie, la première, c'est qu'il ne disposait pas de l'autre sur laquelle il faisait habituellement ses révisions. Et cela nous permet de dater assez précisément le moment où il a eu l'idée de cette hallucination. En effet, Fasquelle lui retourna cette dactylographie à la fin de décembre 1912, tandis que l'autre, celle-ci, était chez Gallimard, qui lui la retourna aussi à la fin de décembre 1912, puisque tous deux reçurent le texte. Mais Proust renvoya aussitôt cette dactylographie à Ollendorff au début de janvier, puis à Grasset en février. On peut donc faire l'hypothèse que cette addition dans la marge de la première dactylographie a été faite entre décembre 1912, lorsqu'elle est revenue de chez Fasquelle, et le début d'avril 1913, lorsque les placards de Combray lui sont revenus basés sur l'autre dactylographie. Je crois qu'on peut même affiner encore, étant donné le caractère très brouillon, très ésotérique de cette addition qui n'était pas destinée à être mise entre les mains d'un éditeur. On peut penser qu'elle a été rédigée au moment où Proust jugeait que cette dactylographie n'aurait plus à être montrée, c'est-à-dire une fois la décision prise de publier chez Grasset, où se trouvait l'autre dactylographie, soit entre la fin de février 1913 et le début d'avril 1913. En somme, ce moment hallucinatoire, on peut le dater de mars 1913. Il est ensuite reporté dans la marge des placards. D'abord, ça c'est les placards de la Bibliothèque nationale, où vous voyez l'addition qui est reportée au même endroit. Là où il lisait « Je voulais jeter le journal », c'est barré, et à la place on lit « Je voulais poser le livre que je croyais avoir encore entre les mains ». Généralement, c'était un traité d'archéologie. C'est l'addition qui est là, traité d'archéologie, d'où les sculptures.
Pendant le temps que j'avais dormi, je n'avais cessé de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour particulier car elles m'avaient convaincu que j'étais moi-même l'école régionale d'architecture dont il était question dans l'ouvrage. École régionale d'architecture. Hallucination curieuse. Barré, Proust lui substituant les sculptures dont il était question dans l'ouvrage. Pendant quelques secondes, cette croyance survivait à mon réveil, etc. Et tout cela me redevient intelligible, comme après la métempsychose, ce thème de la métempsychose qui apparaît, les pensées qu'on aurait eues dans une existence antérieure. Le style de l'école régionale se plaçait à une distance raisonnable de moi comme objet auquel j'étais libre de m'appliquer ou non. Identification peut-être encore plus étrange, donc, à une école régionale d'architecture, au style d'une école régionale d'architecture. Puis, sur la paperole que vous voyez en haut à gauche, où Proust réécrit le début, je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions un peu Attendez, non, c'est pas ça. Je voulais poser le livre. C'était généralement un traité d'archéologie, non plus monumental, que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Deux petites remarques à ce propos. D'abord, vous voyez qu'il y a des collages déjà dans ces placards. On a parfois dit que les paperoles, les collages dans les manuscrits venaient de l'arrivée de Céleste Albaré, la gouvernante de Proust. Elle est entrée dans sa vie un peu plus tard, puisqu'elle s'est mariée à son chauffeur habituel, Odilon Albaré, au printemps de 1913, et qu'elle lui a servi de courrière pour distribuer du côté de chez Swann à ses amis. L'autre remarque parenthétique, c'est que pour ce passage, qui me semble important, la variante qu'on trouve dans la Pléiade est malheureusement erronée, puisqu'elle nous dit qu'on trouve déjà l'Église, le quatuor et la rivalité de François Ier et de Charles Quint à cette étape. Or, ce n'est pas le cas. Elle n'apparaît qu'à l'étape suivante, sur les placards que Proust renverra à l'imprimeur, qui sont aujourd'hui à Genève, où vous pouvez retrouver, ajouter au même endroit, jeter le journal, tout ce passage, et puis, enfin, l'identification qu'on trouvera dans le texte définitif. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église. Malheureusement, c'est dans la pliure, donc c'est peu lisible. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Vous voyez que Proust a hésité très longtemps sur cet objet d'hallucination du héros, de réincarnation, enfin de transport, ce qu'il appelle une métempsychose, lorsqu'il revient à lui. Il a hésité très longtemps. On voit aussi que c'est assez précisément datable, chaque étape, entre la fin de décembre 2012 et le début d'avril 2013, ou même plus étroitement encore. C'est un moment où ces objets sont présents à son esprit. Et donc il y a un rapport avec la contemporanéité, avec l'année 1913, avec ce qui se passe. On peut en effet noter la conformité de cette assimilation à des sculptures ou à une église. D'où vient cette identification? Eh bien, on peut noter que ça coïncide avec une visite qu'il fait à la Sainte-Chapelle, à Notre-Dame, dans une journée de la fin de janvier 1913, comme il l'écrit à Reynaldo Hahn, le 31 janvier.
revêtu d'une pelisse sur sa chemise de nuit, cette célèbre plisse, comme dit Paul Morand, cette célèbre plisse de Proust, revêtu d'une plisse sur sa chemise de nuit, il s'agit de ton cher Binambuls, comme Proust s'appelle dans sa correspondance avec Reynaldo Hahn, est allé à la Sainte-Chapelle et passé 2 heures devant le portail Sainte-Anne de Notre-Dame. C'est un projet dont il entretenait ses correspondants depuis assez longtemps. Il voulait retourner voir les sculptures du portail Sainte-Anne de Notre-Dame. Il disait par exemple à Madame Strauss un peu plus tôt, en janvier 1913, j'avais tout préparé pour faire une station en plein jour devant la porte Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, où il y a depuis 8 siècles une humanité beaucoup plus charmante que celle que nous fréquentons, mais jamais les yeux de ceux qui passent devant elle ne se lèvent ni s'arrêtent. Ce sont des yeux pour ne pas voir. Et mes yeux, peut-être, regarderaient et aimeraient, mais ils ne passent pas devant elle et ils ne s'ouvrent que dans l'obscurité et ne regardent qu'un mur de liège. Intéressant cette allusion aux yeux pour ne pas voir, qui viennent bien sûr de la Bible, et cette référence à ce mur de liège, celui des hallucinations. Il s'y serait en tout cas rendu à la fin du mois de janvier pour ajouter des passages dans ses descriptions de l'église de Balbec, dans Les jeunes filles en fleurs. Mais, me semble-t-il, on a là une retombée accessoire. Il y va pour Les jeunes filles en fleurs et décrire l'église de Balbec. Il y va guidé par ce traité d'archéologie monumentale, qui est bien sûr le livre d'Émile Malle, l'art religieux du XIIIe siècle. C'est ce livre qu'il utilise. Et il y va pour voir les statues, dira-t-il, dans Les jeunes filles en fleurs, ces statues où on a voulu reconnaître les rois de France et qui représentent en réalité les rois de Juda. Ce sera le cas à Balbec, comme c'est le cas à Notre-Dame. On peut donc faire l'hypothèse que c'est en référence à cette visite que la confusion du héros a lieu, qui se prend pour la date de ces sculptures, puis pour le style d'une école régionale d'architecture. Cela ajouté peu de temps après la visite. Dans l'actualité de la vie de Proust, on pourrait dire à peu près la même chose de ce quatuor. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Il assista, en effet, le 26 février 1913, à la salle Pleyel, avec son ami Georges de Loris, à un concert donné par le quatuor Capet. C'était les 2 derniers quatuors de Beethoven et la Grande Fugue. Voilà la folie d'un chien. Voilà les quatuors dans lesquels les rapports logiques sont en train de disparaître. C'est un concert dont on retrouvera la trace dans Un amour de Swann pour les descriptions de la sonate, ainsi que de l'autre concert auquel Proust assista durant le moment où il corrigeait ses textes. C'était un concert où on a donné la sonate de Franck, inspiration de la sonate de Vinteuil, avec Georges Enesco au violon et Paul Goldschmidt au piano. Dans le carnet que Proust tient à ce moment-là, ce carnet 2, où il note folie d'un chien, folie d'un musicien, il y a beaucoup d'annotations pour cette sonate de Vinteuil qui sera ainsi enrichie dans Un amour de Swann. Vous voyez que l'hallucination, elle est à la fois visuelle et auditive, à partir des sculptures et à partir de ce quatuor. Mais
la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Se prendre pour la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Les commentateurs ont l'habitude, moi-même, dans l'édition Folio, d'y apercevoir un souvenir du livre de François Mignet, Rivalité de François Ier et de Charles Quint, publié en 1875. Je dois bien confesser que je trouve les arguments un peu faibles, y compris les miens. Mais vous le voyez, c'est cette tendance que nous avons, surtout dès lors que nous faisons des notes. C'est pour ça qu'il faudrait toujours lire les livres sans les notes, à apprivoiser le texte, à réduire l'effet de surprise qu'il peut avoir sur nous. En note, nous disons voir François Mignet, rivalité de François Ier et de Charles Quint. En quoi cela nous aide-t-il à comprendre cette bizarrerie ? Je n'en sais rien. L'argument faible, c'est une lettre de septembre 1899 où Proust est à Évian et il écrit à sa mère « En ce moment, tourné vers l'abdication de Charles Quint, un Casimir Périer qui avait plus de génie et au fond plus d'orgueil, mais qui parlait de lui avec moins d'emphase après la démission. » On y trouve ce tic très proustien du rapprochement entre les hommes du passé et les contemporains. Charles Quint a démissionné et abdiqué, comme Casimir Périer, président de la République, a démissionné en 1895 après 6 mois à l'Élysée. Philippe Kolb, dans son édition de la Correspondance, renvoie en note à Mignet Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste, 1857. Et il ajoute « À la première page de Swann, Proust fera plus tard allusion à un autre livre de ce même historien. » Comme si c'était un fait avéré. L'expression, en vérité, est assez banale et je ne crois pas qu'il soit nécessaire, c'est possible, mais il n'est sûrement pas indispensable de faire référence à Mignet pour la frapper. C'est aussi, par exemple, le sujet qui traverse un livre que Proust connaissait beaucoup mieux, le tome 8 de l'Histoire de France de Michelet, qui porte sur la Réforme et dans lequel la rivalité de François Ier et de Charles Quint est partout présente. C'est aussi le sujet d'un petit livre de Michelet, le Précis de l'Histoire de France, que tout le monde connaît, dans lequel je lis « Ainsi éclata, avec leur concurrence pour la couronne impériale, la sanglante rivalité de François Ier et de Charles Quint. » Toute l'histoire de la Réforme de Michelet est liée à cette rivalité. Et enfin, il y a un petit livre de Michelet qui est fait avec des extraits, publié en 1880, et qui est intitulé « François Ier et Charles Quint », avec des extraits de l'Histoire de France, un montage. Au fond, je ne sais pas d'où vient cette rivalité de François Ier et de Charles Quint, mais comme j'ai le sentiment que l'Église, le Quatuor, appartiennent à la vie tout à fait contemporaine de Proust, au moment de ses additions sur la dactylographie et sur les épreuves au début de 1913, je suis assez tenté d'imaginer que dans la presse de ce printemps de 1913, on pourrait presque dire de mai 1913, puisque la rivalité de François Ier et de Charles Quint, elle apparaît sur ces épreuves, sur ce placard, alors que Proust a déjà corrigé l'autre et renoncé à le corriger. Eh bien, quelque chose, si nous y regardions de plus près, nous renverrait à la rivalité de François Ier et de Charles Quint. En tout cas, cette addition
où le héros se prend pour une date de sculpture, le style d'une école régionale d'architecture, une église, un quatuor, etc. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle n'est pas passée sous les yeux de ces lecteurs qui ont refusé Combray, Jacques Madeleine, Alfred Humblot, Schlumberger ou Gide. Mais ces détails trop concrets, c'est ça aussi qui est très intéressant, ce sont des détails concrets, mais au lieu de rendre le texte plus vraisemblable, plus réaliste, il souligne son étrangeté, son absurdité, dans une fausse reconnaissance. C'est un peu comme un effet de réel paradoxal. Quand ce détail inutile, rivalité de François Ier et Charles Quint, c'est le détail inutile, mais il a ici pour effet de déréaliser la fiction, de la rendre, comme je dis, hallucinatoire et un peu folle. Je voudrais donc restituer, comme j'ai essayé de le faire avec le titre ou la première phrase, la qualité troublante de cette ouverture. Et je dirais même pour un familier d'Alfred Maury, qui était le théoricien de ces hallucinations hypnagogiques. Alfred Maury, célèbre érudit très éclectique, ami de Renan, professeur au Collège de France, est l'auteur d'un ouvrage célèbre, Le sommeil et les rêves, de 1861, livre qui devrait beaucoup influencer Freud plus tard. C'est lui donc qui appelait hallucination hypnagogique exactement ce que Proust analyse ici, c'est-à-dire non pas des rêves du sommeil profond, mais des visions du moment de l'endormissement. Alfred Maury a passé sa vie à noter ses rêves et ses hallucinations, et il appelle ces hallucinations des fausses sensations qui apparaissent au moment où l'attention se relâche et dont l'apparition, et c'est ça qui est très proche de ce que Proust analyse, c'est leur apparition même qui fait revenir à soi avant de retomber dans le sommeil. Et dans ce moment-là, dit-il, l'esprit est passif et il est tout entier dans les objets qui le frappent. Il est le jouet des images évoquées par l'imagination. Et il y a tout un développement sur l'imagination contre l'intelligence à propos de ces hallucinations. Mais sous ce terme, il décrivait plutôt des images que des identifications telles que les propose Proust, et c'est ça qui me semble-t-il est frappant. Pour Proust, il s'agit vraiment, pour son héros en tout cas, il s'agit vraiment de se prendre pour quelque chose d'autre et pour quelque chose d'abstrait. Là aussi, il est important de restituer ce choc, sa puissance, estompée par la canonisation scolaire. Proust écrit « Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions un peu particulières. Ces réflexions, ça c'est dans la dactylographie, ces réflexions avaient pris un tour particulier. » Ça c'est dans le texte définitif. Et je crois qu'il faut rendre à particulier son sens fort, c'est-à-dire le sens d'anormal, non seulement exceptionnel, qui sort de l'ordinaire, mais qui est anormal, comme lorsque Proust utilise cet adjectif assez souvent pour l'associer aux mœurs de M. de Charlus. M. de Charlus a tout le temps des gestes, des réflexes qui sont qualifiés de particuliers, de si particuliers. C'est en ce sens de particulier qu'il faut entendre ces hallucinations et conserver à l'esprit la force de cette ouverture dans la confusion de l'espace et du temps. Le roman naît non seulement dans la désorientation, dans l'égarement, mais ici dans ce que je désigne comme une hallucination, comme une désubjectivation très puissante. Je voudrais maintenant sauter au paragraphe suivant,
et m'intéresser encore à une phrase à laquelle, à la vérité, je ne m'étais jamais arrêté, puisque c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, de m'arrêter à des phrases de relire tout cela très naïvement, très candidement. Et cette phrase, c'est l'incipit du deuxième paragraphe. Après ce court réveil nocturne dans le premier endormissement, ce court réveil nocturne du temps où le héros dormait la nuit. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. La voici dans les épreuves qui se trouvent à Genève, où simplement il y a la correction de l'adverbe « toujours » qui est barré. Voilà deux images sur lesquelles je ne m'étais jamais arrêté, et en cascade, et qui soudain me frappent, parce que ce sont vraiment les premières images du roman. Ce sont les premières métaphores. Dans le premier paragraphe, il y avait quelques comparaisons, des comme, de nombreux comme dans le premier paragraphe. Mais au fond, voici la première métaphore du côté de chez Swann. Et dans un livre où la métaphore a tellement d'importance, dans une ouverture qui, comme j'essaye de le dire, donne un petit peu le mode d'emploi du livre. L'ouverture nous donne le mode d'emploi dans la confusion. Cette métaphore, soudain, me paraît extrêmement importante. On passe de mes joues aux joues de l'oreiller et aux joues de l'enfance, dans un geste de sensualité, de caresse et de tendresse, et dans une sorte d'escalade métaphorique qui se produit par déplacement, qui se produit par métonymie, comme on l'a souvent dit dans ces premières images. Joue, joue de l'oreiller, joue de l'enfance. C'est non seulement la première métaphore du roman, mais c'est aussi la première mention de l'enfance. L'enfance était absente du premier paragraphe, où il s'agissait simplement de se réveiller dans le premier endormissement. Après un paragraphe sur le réveil, ces hallucinations hypnagogiques et le retour à la réalité, avec le sifflement des trains dans le lointain, nous ne savons pas encore l'importance que l'enfance aura dans ce roman. C'est donc l'oreiller qui nous fait passer du moment présent à l'enfance. L'oreiller comme une sorte d'embrayeur, de relais, d'aiguilleur, d'objet traditionnel. Et au fond, j'aurais tendance à dire que l'enfance, avant la Madeleine, elle est contenue dans l'oreiller, dans ce contact langoureux avec l'oreiller. Elle est introduite par ce contact, par la caresse de l'oreiller. Bien sûr, il faut dire aussitôt que les joues sont très importantes dans la recherche du temps perdu. Il est toujours question des joues. Les personnages sont toujours caractérisés par leurs joues. Mais il y a aussi l'oreiller, et c'est le contact des joues et de l'oreiller. Les joues sont très importantes, elles sont toujours signes de beauté ou de décrépitude, de jeunesse. C'est les joues de l'enfance opposées aux joues de l'âge mûr et de la vieillesse. C'est les joues pleines, fraîches, rondes, roses, par opposition aux joues creuses, blanches, maigres, hâves, etc. Donc on commence avec ce temps de la rondeur des joues. Quelques exemples de cette forte présence des joues
dans les toutes premières pages de la recherche du temps perdu. Quelques pages plus loin, c'est la première présentation de la grand-mère. Première description de la grand-mère. Je reviendrai à la grand-mère dans un cours prochain parce qu'elle a une énorme importance dans ces premières pages. Son beau visage, aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge presque mauve comme les labours à l'automne. Une série d'images, là aussi, et une série d'images qui traitent cette pauvre grand-mère de manière ambivalente. À la fois, c'est un beau visage, mais les joues sont décrites comme brunes, sillonnées, labours de l'automne et ridées. Et les joues, au fond, contiennent toute l'ambiguïté des relations du héros et de sa grand-mère, à la fois l'objet de tendresse et d'un certain sadisme. Quant aux joues de la mère, lors du baiser du soir, lors de la première scène dramatique du baiser du soir, tout le baiser est concentré dans l'attention aux joues. Je me promettais dans la salle à manger pendant qu'on commençait à dîner et que le héros attend avec hantise ce moment de son départ et que je sentirais approcher l'heure de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif tout ce que j'en pourrais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserai. Le temps du dîner est passé à méditer l'endroit du visage de la mère, de la joue que le narrateur visera. La place de la joue que j'embrassais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Viser la joue, c'est tout ce moment du dîner. Bien sûr, on se rappelle que dans Jean Santeuil, où cette scène du baiser du soir était préfigurée, elle est aussi décrite à travers la joue. Ainsi, Jean goûtait longuement les joues tendres de sa mère. Goûter les joues, c'est non seulement les embrasser, et vous revoyez le tendre qui est ici passé dans l'adverbe, tendrement, mais qui là était dans l'épithète, dans l'adjectif. Et on reviendra à ce goûter des joues, qui est aussi très présent. Puis, si je continue à tourner les pages de Combray, je tombe sur les joues de l'oncle Adolphe. Et puis, je tombe, bien sûr, sur des joues bien connues. Ce sont les joues de la Charité, la pauvre fille engraissée par sa grossesse jusqu'à la figure, jusqu'aux joues qui, tombées droites et carrées, ressemblaient en effet à ces vierges, fortes et homasses, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l'aréna. Joues droites et carrées. En revanche, joues désirables, joues objets de désir, ce sont celles de Mademoiselle Vinteuil, à l'église, dans un passage auquel j'aurai l'occasion de revenir, puisqu'il est très chargé d'érotisme, de sensualité. Quand, au moment de quitter l'église, je m'agenouillai devant l'autel, je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande. Phrase dont Montesquieu fera une lecture obscène. Et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées le goût d'une frangipane, ou sous leur tache de rousseur, celui des joues de Mademoiselle Vinteuil. Et donc encore le goût des joues, le goût d'une frangipane et le goût des joues de Mademoiselle Vinteuil sous ces taches de rousseur. On pourrait ajouter que c'est toujours dans Combray que la duchesse de Guermantes est caractérisée par ses joues.
et la déception est liée à son nez proéminent et à ses joues rouges. Alors il y a les joues rouges de l'enfant, qui, elles, représentent la tendresse et le désirable, mais les joues de Madame de Guermantes, jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme Madame Sazera, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison que le soupçon m'effleura, pour se dissiper d'ailleurs aussitôt, après que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes. C'est donc les joues rouges qui discréditent la duchesse de Guermantes. Mais dans Un amour de Swann, vous le savez, le fétichisme de la joue, c'est ce qui rapproche Swann d'Odette. La nécessité où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules pommettes roses et fraîches les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges. Donc, comme le narrateur, comme le héros vise un point de la joue de sa mère pendant tout le dîner, celui du baiser, Swann vise ses pommettes, les joues rouges, comme une pomme. Je crois que je reviendrai à ce cliché, les joues, les pommettes, et il faut viser ce point pour pouvoir aimer Odette, la rendre désirable. L'amour de Swann est fixé sur les joues. Il se précipitait sur cette Vierge de Botticelli et se mettait à lui pincer les joues. C'est comme ça que Swann exprime son désir pour Odette, une fois qu'il a reconnu en elle la Figaro de Botticelli. Quant à Gilberte, dans Nom de pays, je me limite du côté de chez Swann, Gilberte, lorsqu'elle est absente, comment le héros porte-t-il en elle son image? Je portais dans ma mémoire 2 yeux de feu dans des joues pleines et brillantes. On retrouve cette plénitude, pleine et brillante. J'en dirai pas plus de ces joues, mais y songeant à l'importance de ces joues dans cette phrase qui ne m'avait jamais arrêté, j'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller, je me souvenais d'un livre que je suis allé rechercher, que je n'avais pas lu depuis très longtemps, qui était le livre d'Alain Roger, Proust, les plaisirs et les noms, 1985. L'autre jour, Pierre Nora, venu ici demander pourquoi dans la liste des invités du séminaire, il n'y avait pas de psychanalyste. Et je disais que la psychanalyste me semblait moins hégémonique aujourd'hui, justement qu'à l'époque, il y a 30 ans, d'un livre comme celui d'Alain Roger, qui allait dans ses interprétations freudiennes ou lacaniennes. Et je retrouve ce livre et je m'aperçois qu'en effet, il avait bien vu, puisque son chapitre 3 est intitulé « Les joues de notre enfance ». Les joues de notre enfance. Suivant cette belle expression de Proust, les joues de notre enfance, et il fait remarquer que, en effet, dans le premier on trouve 3 fois les joues dans cette phrase, dans une seule phrase, alors que dans le premier paragraphe qui précède, la partie du corps, l'organe qui est évoqué, ce sont les yeux. J'ai marqué les 3 moments où les yeux apparaissent dans ce premier paragraphe. Parfois à peine même bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite. Cette croyance un peu plus bas pesait comme des écailles sur mes yeux. Et enfin, un peu plus bas, une obscurité douce et reposante pour mes yeux. Et on peut faire jouer cette opposition entre les yeux et les joues. Les yeux qui, à chaque fois qu'ils apparaissent dans ce premier paragraphe, sont associés à la raison. Les yeux, c'est la raison, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. Tandis que les joues, dans cette seule phrase qui suit, elles sont évidemment associées à la sensualité. Les joues, elles sont, oui,
et Alain Roger signalait déjà que ce jeu tendre des joues, disait-il, paraît presque aussi décisif que la Madeleine ou le baiser du soir. Bien sûr, je disais, c'était un livre de tendance psychanalytique et il interprétait ce fétichisme de la joue à l'oralité et à ce qu'il appelait une fixation sur le sein maternel. Si on jouit de la joue, disait-il, c'est par métaphore du sein, avec la même plénitude, et il interprétait beaucoup. Je me suis souvenu de lui parce que je m'étais à l'époque un petit peu opposé à lui et à un rêve, le magnifique rêve des intermittences du cœur, un autre rêve dans la recherche du temps perdu, ce rêve où on a des signifiants, justement, vous vous en souvenez, serre, Francis James, fourchette. Un rêve difficile à interpréter, et dans les brouillons de ce rêve, en vérité, on avait serre, Francis James, succinctement fourchette. L'adverbe succinctement. Et Alain Roger interprétait beaucoup cet adverbe et sa disparition. Pourquoi Proust l'avait-il enlevé? Et lorsque j'avais fait l'édition de Sodome et Gomorrhe, je m'étais rendu compte que c'était, vers la même époque, c'était simplement, si l'adverbe avait disparu, c'est parce que la dactylographe n'avait pas su le lire. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'interprétation à faire. Je laisserai de côté cela pour le moment, pour insister seulement sur la dimension sensuelle, je dirais auto-érotique de cette phrase, sur les joues au 4e paragraphe. Elle reviendra d'ailleurs, les joues reviendront. Cette femme qui est créée comme Ève, issue de la côte d'Adam, j'y reviendrai, et cette passante qui est suscitée dans le rêve de plaisir solitaire, elle donne lieu à ce dénouement. Ma joue était encore chaude de son baiser. Cette image du réveil au contact de l'oreiller, cette image, au fond, matricielle de ces premières pages de Combray, cette phrase sur la joue de l'oreiller, la joue de l'enfance, elle était en vérité apparue très tôt. Et voici la présence de cette esquisse de ce passage dans le cahier 1, l'un des premiers cahiers Sainte-Beuve, en 1909, où vous voyez « J'appuyais mes joues contre les belles joues fraîches, biffées de l'oreiller, qui gardaient toujours la plénitude et la fraîcheur de l'enfance, et contre laquelle, toujours pleines et fraîches, comme les joues de notre enfance, sur qui nous nous serrons. On se serre contre les joues de son enfance. C'est pour ça que j'ai insisté à cette dimension auto-érotique de ce passage. On se serre contre l'oreiller comme on se serre contre son enfance. C'est bien le premier objet transitionnel avec ces deux qualités qui reviennent toujours de plénitude et de fraîcheur. Voici un beau dessin qui est en face de cette page. Et puis l'image est reprise dans le cahier 8, qui est une rédaction plus suivie de Combray. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fixée là et qu'elle ne bougera plus. J'appuyais mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, toujours pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Vous voyez que la phrase est figée, elle est écrite sans rature ni bifure, elle est bien posée comme elle restera, moins l'adverbe toujours qui bougera. C'est pourquoi, me semble-t-il, on peut la considérer comme véritablement au noyau de cette évocation de l'enfance et de ces métaphores de la première page.
Eh bien, je continuerai sur cette joue et cet oreiller parce que je n'en ai pas tout à fait fini avec eux et qu'après la joue, je voudrais un petit peu parler de l'oreiller également.